Et maintenant, passons à Espace Libre. Espace Libre, Raymond, pour ce numéro, tu as réalisé un film. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film? D'abord, c'est le 6e Espace Libre, il faut le préciser, sans générique parce que manque de temps. Alors, bon, on va donner quelques clés pour bien piger ce film. D'abord, je tiens à dire que j'étais RMiste. Je suis actuellement CES ici à Telmille-Vache, et donc ce film est dédié à tous les RMistes, CES et tous les pauvres du monde entier. C'est important. Alors d'abord, c'est un pulse à base d'actualité, d'un entretien avec Rowena, et surtout beaucoup de sentiments, des tonnes de sentiments. Alors laissez-vous aller à la musique pour peut-être bien sentir le film. Alors c'est aussi une provocation, en forme de réflexion et de critique de notre société du spectacle. Vous verrez en entrée les images de la société du spectacle écrites par Guy Debord. Ce sont des images d'ouverture aussi sur 68, mai 68. 68, noblesse du calendrier, disait un poète. Transformer le monde, a dit Marx. Changer la vie, a dit Arthur Rimbaud. Pour moi, ces deux buts ne font qu'un seul. Alors, guerre du Golfe, Rwanda, Bosnie, nous sommes gouvernés par des monstres, symbolisés dans le générique et par le western, par le fameux Franck, que l'on verra en très gros plan. Paul Valéry disait « La politique, c'est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde », d'où le titre du film « Vous vous foutez de nous, vous ne vous en foutrez pas longtemps ». L'humanité ne sera heureuse que lorsque le dernier capitaliste aura été pendu avec les tripes du dernier bureaucrate. La révolte qui est simplement un coup de cœur, ça sert à rien. Il faut que ça débouche sur un désir d'action. On pourrait effectivement mener sa petite vie tranquille, peinarde dans sa chambre, avec ses petits copains, sa petite sortie le samedi soir, son petit repas au restaurant, et en vue de la petite licence et de la petite vie future. Personnellement, je le refuse. La nature du mouvement est celle que des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société, c'est-à-dire qu'ils refusent de devenir les futurs cadres de la société qui exploiteront plus tard la classe ouvrière et la paysannerie. Tout le pouvoir aux conseils ouvriers. Les syndicats ne sont qu'un mécanisme d'intégration à la société capitaliste. Les travailleurs en grève. Il y a quelque chose de changé, monsieur le directeur. Oui, les ouvriers veulent régler leurs affaires eux-mêmes. Ce que nous avons de mieux à faire, c'est de foutre le camp. C'est pas un homme à la tête, c'est les conseils ouvriers dans les usines. Et les conseils ouvriers, les conseils de paysans. Aujourd'hui, il vit dans ce qu'ils appellent le mouvement du 22 mars, Nanterre, dirigé par l'anarchiste allemand, et juif, et qui se prend pour Karl Marx, Cohn-Bendit, le bien nommé. C'est faux révolutionnaire. C'est lui.
Qu'est-ce qu'on fait avec le gosse, Franck? Puisque tu m'as appelé par mon nom. Tous étaient pris par quelque chose qui les dépassait. Il y en avait qui haïssaient les mathématiques, qui les poussaient à agir ainsi. Certains avaient peur, et d'autres vénéraient les mathématiques, qui leur offraient un refuge contre leurs pensées et leurs sentiments. Si c'était une banque ou une compagnie foncière qui possédait la terre, le représentant disait « La banque ou la compagnie a besoin, exige ». Comme si la banque ou la compagnie étaient des monstres, comme si la banque ou la compagnie étaient des monstres doués de pensées et de sentiments, qu'ils avaient eux-mêmes subjugués. Les banques étaient à la fois des machines et des maîtres. Elles respirent des bénéfices, elles mangent l'intérêt de l'argent. Si elles n'en ont pas, elles meurent. Tout comme vous mourriez sans air, sans viande. C'est triste, mais c'est comme ça. On n'y peut rien. La banque, le monstre, a besoin de bénéfices constants. Il ne peut pas attendre, il mourrait. Quand le monstre s'arrête de grossir, il meurt. Il ne peut pas s'arrêter et rester où il est. Il était une fois dans l'Ouest, il était une fois l'Amérique, il était une fois la Révolution. À ces titres, on peut ajouter « Il était une fois 1000 vaches en Limousin ». Pourquoi ? Parce que nous vivons actuellement la même situation, c'est-à-dire que ce qui se passait dans les années 30, nous le revivons ici dans ces années 90 et dans le millénaire à venir. La même inquiétude, la même angoisse. Cette inquiétude, cette angoisse, Steinbeck l'a déjà traitée dans Les raisins de la colère, John Steinbeck, prix Nobel, et il nous décrit exactement la même situation. Et c'est peut-être intéressant de jeter un coup d'œil sur cette histoire, passée et présente, les relations qu'on peut faire entre les deux. Donc au début du livre, on a la situation suivante, c'est-à-dire que les paysans découvrent qu'ils ne sont pas propriétaires des terres qu'ils cultivent depuis des générations et des générations, et qu'un beau jour, les propriétaires, les véritables métayers, ou les propriétaires, c'est-à-dire les banques ou les sociétés financières, envoient leurs représentants pour chasser les paysans de leurs terres en leur disant le coton maintenant c'est plus rentable de cette façon-là, on va étendre les parties cultivables et puis on va diminuer le nombre de fermiers. Et vous n'avez rien à dire parce que c'est la banque qui décide. Mais en fait, qui décide vraiment? Est-ce que c'est ça le problème du départ du livre? Qui est responsable des décisions qui sont prises au détriment de la valeur humaine? Oui, les fermiers ils veulent en prendre au métier. Les métayers ils expliquent que ce n'est pas eux, ils ont les ordres. De toute façon, ils seraient remplacés par d'autres si eux ils ne le font pas. C'est les banques. Et ce n'est pas les banques, finalement, à qui il peut en prendre Joe Davis avec son fusil qui veut arrêter ce métayer. C'est encore les gens de l'Est qui envoient les ordres à la banque. Alors, à qui s'en prendre, ils ne savent pas. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de voir leur maison qui s'écroule devant leurs yeux. Et ces gens qui étaient les paysans ouvriers, respectables, travailleurs, se trouvent sur la route. Et petit à petit, ils vont se marginaliser. Ces hommes qui étaient les hommes nobles, grandioses, deviennent les marginaux. Ils rencontrent les gens qui commencent à les refouler parce que c'est les gens sur la route qui n'ont pas de boulot,
qui n'ont pas de moyens. Ils vont vers la Californie, la terre promise, où il y a leurs côtes à faire, et tout le monde s'en va au même temps là, vers la Californie, avec l'espoir. Tant qu'ils ont l'espoir, ça va. Tout le monde s'encourage un petit peu. Ils ont tout perdu, mais il y a quand même peut-être tout à gagner. Et petit à petit, leurs espoirs sont déçus. Il n'y a plus rien qui reste, parce que les gens de la Californie, d'abord, ils ont déjà assez de population migrante qui arrivent pour ces récoltes. Ils n'ont pas besoin des nouveaux pauvres américains. Il y a même la police qui essaie de les refouler. Ces gens qui ont le droit de travailler chez eux, normalement, ils sont, en tant que marginaux, en train d'être battus par les policiers pour rentrer chez eux. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils prennent les boulots en massage de coton à des salaires minables parce qu'il y a tellement d'ouvriers qui demandent de travail. Et petit à petit, ils meurent de faim. Tout le monde commence à mourir de faim et il n'y a rien à faire. À qui en prendre? À qui dire on est là, on est des êtres humains, on est comme vous? Et quoi? Et quoi? Je suis en train d'être affamée. Qui c'est que je peux tuer pour que moi je vis? Il n'y a plus personne, il y a juste la machine. C'est les hommes qui sont devenus des robots. Donc ça rejoint un petit peu la situation actuelle. La situation actuelle en France. Ici en France, oui. C'est que les crises deviennent de plus en plus évidentes. Il y a de moins en moins de boulot. Le salaire peut-être tient le choc pour l'instant, peut-être pas. Et puis, quand il n'y a plus de boulot, qu'est-ce qu'on propose aux gens? On propose les CES, qui sont mal payés, mais les gens survivent. Ils survivent de façon adéquate pour l'instant. Et quand on va commencer à couper ces vivres-là, parce qu'il y a des gens qui n'ont plus le droit au CES, il y a des gens qui ont des familles qui sont dans la détresse totale, et il va y en avoir de plus en plus. C'est une évidence. Il y a les gens qui disent il peut trouver du travail s'il veut. On éduque les gens à trouver du travail. Mais il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, et ça se sait. Alors pourquoi faire le moral là-dessus? Il n'y a pas pour tout le monde, alors il faut regarder la situation autrement. Voilà. Et pourquoi il n'y a pas de travail pour tout le monde? Parce que les machines font le travail. Ben, la réponse, ça va être à nous tous de la trouver. C'est évident, dans les années à venir, il va falloir qu'on se remue drôlement pour s'en sortir. Parce qu'effectivement, le système communiste est mort et le système capitaliste est à bout de souffle. Donc, problème. C'est le problème de savoir si on est tous frères, si on s'aime, et si on s'aime vraiment, on n'a pas besoin de chef, on n'a pas besoin d'une hiérarchie, on peut organiser nous-mêmes notre propre vie, et ça va être ça, peut-être, le troisième millénaire à venir. À trop s'occuper de ces pauvres, notre France, fille aînée de l'Église, a négligé ses riches. L'usurpateur socialiste appauvrissait nos riches pour enrichir les pauvres. Diabolique apostolat. Seuls les vrais chrétiens, M. Balladur le premier, savent la solution rédemptrice. Il faut enrichir nos riches et appauvrir les pauvres, qui dès lors meurent et disparaissent. Ne restent alors que nos riches qui, eux, ne posent jamais problème. C'est ainsi, et pas autrement, que la France connaîtra une prospérité définitive. Méditons ensemble. Il faut peut-être juste dire un mot sur les conclusions de Steinbeck, qui n'est pas du tout désespéré. Son conclusion, c'est avec la jeune femme qui est dans la famille, qui est une jeune femme très gâtée, qui a un mal énorme à partager, qui pense qu'à elle, qui a fait un enfant, l'enfant il est mort. Elle et sa famille sont en train de se réfugier des pluies torrentielles qui se sont installées et sont affamées. Et cette jeune femme est amenée par sa mère dans un coin d'un grange où il y a un vieil homme en train de mourir. Il a donné toute sa nourriture à son fils d'une dizaine d'années. Il est en train de mourir. Et la mère regarde la fille, et cette jeune fille gâtée comprend ce qu'elle a à faire. Elle donne le sein. Elle donne le sein à cet vieil homme qui n'a plus rien dans le ventre. Et c'est ça l'espoir.
Moi, la guerre peut venir, j'aurai de quoi. Pourvu qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité. Qu'on puisse la suivre en direct à la télé. Tiens, je devrais acheter des piles. Et dire que certains vont m'écrire en me disant « Ce n'est pas bien, vous vous moquez des braves gens. » Et pourquoi des braves gens? Parce que les braves gens sont forcément des cons ou parce que les cons sont obligatoirement des braves gens? Allez savoir. À propos, je remercie tous ceux qui écrivent à mon président, M. Meumeux, ou à mon directeur, M. Toupayé, en s'indignant que nous osions ici, dans ce vrai faux journal, donner des opinions sur le golf, nous moquer, rigoler. Car bien sûr, le scandale, l'horreur, ce n'est pas la guerre elle-même, c'est qu'on en plaisante, hein? Et stratégiques irakiens, particulièrement autour de Bagdad, ont été soumis à un véritable tapis de bombes. 1300 sorties d'avions au total, selon le Pentagone, sont prévues aujourd'hui. La France a commencé à participer aux opérations armées lors de la deuxième offensive. François Mitterrand en effet autorisé dès hier soir l'engagement au feu des forces françaises placées aussitôt sous commandement américain. Un missile peut coûter 500 millions anciens, parce que je suis vieux, je parle ancien, et que 3 qui sont c'est 1,5 milliard, et chaque fois qu'on demande 1 milliard pour la recherche scientifique, pour la recherche médicale, on fait appel au cœur des gens. Mais qu'est-ce que les nations peuvent faire? Qu'est-ce qu'un État est là pour faire? Il est là pour défendre les civils, d'abord. Et s'il avait commencé par faire ça avec honnêteté, on n'aurait pas tous ces matamores qui, au moment où arrive la guerre, disent « Maintenant c'est trop tard pour parler, c'est la guerre ». Mais qui l'a voulu, la guerre? La guerre, elle est contre les civils. Et j'espère profondément que les civils du monde entier, quelle que soit leur race, quelles que soient leurs opinions, quelle que soit leur religion, vont s'unir pour foutre tous les gens qui ont intérêt à ce que la guerre ait lieu, et elle n'a jamais cessé, je vous dis. C'est pas parce qu'elle est mondiale tout de suite, ça n'est jamais qu'un feu qui couvait depuis très longtemps. Parce que depuis très longtemps, il y a des gens qui se font massacrer dans tous les pays du monde. Seulement ils sont pauvres et ils ferment leur gueule. Alors, à partir du moment où il y a la guerre, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose à faire. Je veux bien qu'on fasse taire ce petit salopard de Saddam Hussein, qui est en train aussi de faire massacrer son peuple. Mais je veux bien aussi qu'on fasse taire tous les autres, et qu'on commence à mettre en place des êtres humains qui ont le respect de la vie, parce qu'on n'y arrivera pas comme ça. Flight number 2, arriving from New York. C'est excitant ou pas? Tout à fait. Tout à fait. Partir. Partir et de revenir. Et de revenir, vainqueur. Et si c'était l'entre-deux-guerres? Aujourd'hui, si c'était l'avant-guerre? On aurait choqué, on aurait surpris avant 39 en disant ça. Nous vivons dans l'entre-deux-guerres. Oh, ce que tu peux être fatalitaire, on vous aurait dit. Prophète de malheur, bien sûr, mais prophète de bonheur non plus. On t'enverra à la guerre dans les fantassins pour que ceux de la dernière soient pas morts pour rien. Mon père fredonnait ça. Mon père avait fait Verdun. On lui demandait combien de morts ça a fait la guerre de 14. Et mon père disait François, Émile, Marcel, Lucien, l'Alphonse qui était arpette à la rue du Temple, Bouboule de chez Louis qui était à la colle avec la fille du Bougna de la rue. Comment qu'elle s'appelait la rue? Oh, puis il y en a eu d'autres. Il y avait Lacombe qui regardait crever les rats. Et mon père s'embuait sur la toile cirée. Il repoussait les miettes d'un revers de main, doucement, en silence. Un long silence. Des minutes. Mon père savait pas compter les morts, le total. Il savait pas l'histoire des livres d'histoire qui racontent l'histoire qu'il a vécue et mourue. Dans le cas de François, son frangin, d'Émile, de Marcel, de Lucien et les copains de Belleville ou de Savoie. Et moi, je savais pas la fin. Le lendemain, c'était comme aujourd'hui. Avec l'école, on allait au monument aux morts et monument aux fusillés réunis. Le silence. Il y avait la minute de silence. Qui a inventé la minute de silence? Poubelle, éclair, klaxon, macadam. C'est peut-être Monsieur Silence qui a inventé la minute
11 novembre, c'est sa fête à la minute de silence. Combien de minutes en tout, depuis que ça a été inventé? Des heures, des jours, des années, des monuments de silence. Impressionnant. Ce vide où on communie dans une même gêne humaine. Vide ou communion? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? À quoi pensent les femmes, les enfants, les hommes pendant cette minute-là? La guerre, la paix, la victoire, la revanche, la communion humaine ou le vide? À la mémoire de Georges Mermet, qui, de son casque bleu horizon, avait fait un pot de fleurs qui n'ont donné que des graines de déserteurs. La question que tu es en train de te poser, c'est de savoir si tu aurais pu tuer un homme. Ouais, mais je pense que j'aurais été capable de le faire. Pas toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Qu'un obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour, ça tient du mauvais rêve, on glissera le long de la ligne de feu. Quelque part ça commence à n'être plus du jeu, les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs, les soldats assoupis que ta danse secoue, laisse pencher leur front et fléchissent le cou, cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. Avec tout le monde qui débarque et tout le monde va se coucher autour des fleurs sans rien abîmer et sans rien dégrader. Et ça, c'est un truc à signaler. Puis c'est un truc qui avait été justement précisé. C'était une des consignes de départ, de ne pas abîmer, de ne pas insulter les CRS qui allaient forcément débarquer à 200 à l'heure. Ça, c'était Habibi. Donc, lui, il était responsable médical au CNTS. C'est lui, là Oui, c'est lui. C'est lui. Il pensait qu'il avait toutes les raisons qu'il trouvait, lui, dans le box des accusés au moment de l'affaire du sang. Comment est-ce que vous justifiez aujourd'hui l'accord avec Benetton? Parce que oui, il faut quand même dire que Benetton a participé financièrement à l'érection, si j'ose dire, du préservatif sur l'obélisque. Quand ACT UP a fait ses campagnes, nous, notre réponse, elle a été claire.
Act Up s'en fout, des provocations de Benetton. Act Up s'en fout parce qu'on sait bien que ça ne servira que Benetton, ce genre de choses. Benetton nous a contactés ensuite parce qu'on avait été les seuls à pas afficher une position outragée. En général, c'est des gens qui font rien sur le sida qui s'outragent de ce genre de choses. Ils nous ont contactés et on leur a proposé de faire un rêve de jeunesse d'Act Up qui était effectivement de poser un préservatif sur l'obélisque. Grâce à eux, ça a été possible. On aimerait bien que ça soit pas que Benetton qui le fasse. On a des tas d'actions que les entreprises viennent nous voir. Karl est aussi capable de faire passer violemment le message. Bravo, ça ressemble à un message Act Up, oui, bravo. Ça ressemble. Oui, on a énormément d'appels de sénateurs qui disent « Vous voulez supprimer le sida, très bien, mais qu'est-ce que vous voulez mettre à la place ?» Finalement, le militantisme est venu avec effet rétroactif, par honte. Pour moi, l'événement de ma vie qui me donne honte, c'est d'être passé à côté de ce qui s'est passé le 17 octobre 61, quand des milliers d'Algériens ont manifesté de façon pacifique, ont été matraqués et qu'on a retrouvé plusieurs centaines de cadavres dans la Seine. Ça s'est passé à côté de chez moi. J'habitais pas loin de la Seine. Je l'ai appris par Le Monde, par des petits entrefilets, mais au fond c'était normal que la police fasse son boulot. Et ça n'est que des années après que j'ai compris que j'étais passé, donc que j'avais accepté un massacre. Et par conséquent, j'avais pas fait mon travail de citoyen, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je crois qu'on peut avoir honte d'avoir laissé faire ça. Je l'ai laissé faire. Et c'est une des choses qui me motive. C'est qu'il ne faut pas que ça se produise trop de fois dans la vie d'un homme, de laisser faire des saloperies en faisant semblant de ne pas les voir. Qu'on le veuille ou pas, le monde change de structure. Ou on subit, ou on oriente. C'est tout. Alors être révolutionnaire, c'est orienter. Être conservateur, c'est subir. Moi, je choisis.